Alors, comment évolue le classement des meilleurs placements, non pas sur une année, mais sur très très longue période? Bonjour Laurent Saillard. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Quand je dis longue période, c'est 30 ans. Et ce qu'il y a de bien quand on est en début d'année, c'est qu'on peut remettre à jour toutes les bases de données. Et le résultat, vous allez voir, c'est très intéressant d'avoir cette Oui, alors hiérarchie et ce classement. oui, absolument. Donc c'est ce que nous faisons effectivement au 1er janvier de chaque nouvelle année. Alors parce que les placements c'est quelque chose qu'il faut suivre au jour le jour, mais ça se joue aussi sur très long terme. Comme vous le disiez David, c'est d'autant plus intéressant cette année que en 2023, il y a quand même eu un fort rebond des grands indices actions. Le CAC 40 a gagné 16,5%, le S&P 500 24%, le Nasdaq à Wall Street a gagné 43%. Avec des fortes hausses dans les valeurs technologiques, notamment les 7 magnifiques, qui ont fait du plus 100%. Mais si vous vous souvenez bien, en 2022, c'était exactement l'inverse. Absolument. On avait le CAC 40 qui était à moins 9,75, donc quasiment, qui a perdu 10% en 2022. Le S&P 500 a perdu quasiment 20%, et le Nasdaq à moins 36, il a perdu quasiment le tiers, enfin plus du tiers de sa valeur. Donc, et puis je pourrais multiplier les exemples. En 2021, c'était un fort rebond. 2020, c'était la crise Covid. Bref, ça bouge beaucoup d'une année sur l'autre. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les actions, David, puisque regardons les obligations. Vous savez qu'en 2023, elles ont connu de très bons résultats. Un bon portefeuille diversifié en obligations d'entreprise en 2023, il a fait du plus 7%, alors qu'en 2022, c'était une année de quasi-crack obligataire, donc on avait des portefeuilles qui faisaient moins 10, moins 15 en fin d'année. Alors, là aussi, quand on parle, nous, de placement, on parle de inclut tous les placements, toutes les classes d'actifs, donc ça veut dire aussi l'immobilier, qui était en hausse de 2016 à 2021. On sait que pour l'immobilier résidentiel, il cède du terrain depuis 2 ans. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver d'une année sur l'autre pour arriver à identifier la bonne tendance de très long terme, sur 30 ans? Alors, justement, prendre un peu de hauteur, regarder ce qui s'est passé, l'historique des rendements, des performances, des placements. Ça reste évidemment le passé, ça ne préjuge rien de l'avenir. Mais voilà, quels sont les vainqueurs, les meilleurs placements sur 30 ans? Les actions en premier, évidemment. Oui. Alors David, au 1er janvier 2024, les vainqueurs, donc avec un point de départ au 1er janvier 1994. Le vainqueur, c'est les actions, avec un rendement annuel moyen de 7,3%. Petite surprise, par an, voilà, c'est un rendement annuel moyen. Ouais. Devant l'or, alors petite surprise, on va voir pourquoi, mais donc qui revient et qui se cale juste avant l'immobilier, qui est troisième sur ce podium. Et puis, juste après, vous avez les fonds en euros de l'assurance vie à quasiment 4%, 3,8%. L'or, vous avez oublié, l'or, c'est 5,6% de rendement par an. 5,6%. Immobilier, 4,2%. Voilà, tout à fait. Et donc, ensuite, on a les placements garantis, l'épargne réglementée, livret A, monétaire, etc., à un peu plus de 2%, sachant que sur cette période de 30 ans, en fait, l'inflation annuelle, elle est de 1,6% sur la période, si on annualise donc sur ces 30 ans par année. Quelles leçons on tire de ces chiffres? Alors, d'abord, pour les actions, donc on retrouve là quelque chose qu'on trouve souvent un petit peu dans les présentations un peu académiques, c'est-à-dire ce rendement historique moyen des actions autour de 7%, puisque là, on a un gain de 7,3 sur les 30 ans. Alors, attention, nous, on fait un choix, on prend un indice que tout le monde connaît, c'est le CAC 40, et on le prend dividende réinvesti, parce que bien sûr, un tiers de la performance globale des actions, souvent, vient des dividendes distribués. Donc, mais ça, on retrouve là, avec ce classement sur 30 ans, la place un petit peu historique des actions. Là où en revanche il y a une surprise sur ce palmarès au 1er janvier 2024, c'est que on retrouve l'or qui est donc à plus 5,6%. Alors c'est notre unité là, c'est le lingot. C'est le lingot en euros, parce que normalement il est libellé en dollars, donc nous on le convertit en euros pour nos lecteurs. Alors ça peut surprendre, mais attention, sur les 30 ans, vous avez eu des environnements anxiogènes quasiment tous les 2 ans. Alors, moi, je dirais tout de suite, David, c'est pas une raison suffisante pour se précipiter. Faut pas oublier que l'or, c'est très taxé, ça distribue pas de revenus. Faut jamais dépasser au grand maximum 5% de ses actifs. Keynes appelait ça la relique barbare. Parce qu'en fait, David, ce sont surtout les banques centrales, qui font le marché, qui réalisent de gros achats d'or, et notamment la Banque centrale de Chine, qui veut réduire sa dépendance au dollar américain. Elle soutient beaucoup les cours sur notamment la dernière année. Alors, cela dit, David, c'est vrai,
quand on fait ce petit palmarès sur 30 ans, on se dit que, en fait, si vous retrouvez des Napoléons ou des lingots d'or qui ont été oubliés chez vous dans un bas de laine, ils valent quand même près du double de ce qu'ils valaient il y a 10 ans. Alors, après, on a une classe d'actifs plus classique qui est pour nous en fait l'obligataire. Hein. Alors, on l'évalue pour nos lecteurs à travers donc les fonds en euros de l'assurance vie. Là, en fait, on est à plus 3,8% sur cette période de 30 ans. Alors, on sait notamment que depuis 2 ans, les fonds en euros remontent la pente. Hein, et on les attend en moyenne de marché à 2,5% en 2023, donc sur l'année 2023, publiée en 2024. Attention, ces 2,5%, c'est avant les prélèvements sociaux. Donc là, notre recommandation, c'est que ça garantit quand même finalement le capital à peu près, sauf quand l'inflation est aussi élevée, et c'est le cas depuis 2-3 ans. Mais il faut aussi avoir d'autres moteurs de performance avec notamment les multi-supports. Il nous reste l'immobilier, sinon, pardon, je coupe Laurent. Sur l'immobilier, il se passe quoi? Vous avez annoncé 4,2% par an. C'est quel indicateur que vous avez pris? Oui, et nous prenons en fait la hausse du prix du mètre carré à Paris à l'achat, parce que nous considérons que les moyennes nationales ne sont pas, enfin c'est difficile, fiable, peut-être un mot un peu fort, mais elles le sont pas, elles sont totalement homogènes, parce que vous pouvez pas comparer le prix au mètre carré d'un logement en zone rurale avec un appartement dans le centre d'une grande ville ou une maison en périphérie d'une ville moyenne. Donc on préfère prendre un indicateur, c'est le prix du mètre carré à Paris, et donc sur ces 30 ans, il est à plus 4,2% en annualisé. Et donc, il reste un actif tangible donc sur toute la période. L'immobilier, effectivement, continue à progresser. Et après, on a effectivement le livret A, l'esclave monétaire. On est sur des gains légèrement supérieurs à 2%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une inflation qui, sur toute la période, tourne autour d'1,6% en moyenne annuelle sur ces 30 ans. Conclusion de ce panorama des performances des placements sur 30 ans. Eh bien, si on a du temps devant soi, c'est-à-dire par exemple 20 ou 30 ans, on voit que donc les actions restent sur le très long terme avec les dividendes distribués, la meilleure classe d'actifs. En fait, elles ont un effet favorable. Dans ce classement, on dira quand même que l'immobilier, finalement, si on peut juger que c'est trop peu, ça reste quand même un actif sûr, un actif tangible. Hein, on ne perd pas, il n'y a pas de moins-value sur la classe d'actifs immobiliers sur très longue période. Mais moi, ce que je vous dirais, David, en ce début d'année, c'est que il faut que tous nos internautes et tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs se souviennent bien que ce qui compte, c'est surtout la diversification. Il faut savoir diversifier entre toutes ces classes d'actifs, notamment en 2024, qui va être une année avec de fortes tensions géopolitiques, une année de grandes élections, avec peut-être des grosses surprises, peut-être aux États-Unis notamment. Donc, il faut diversifier, être exposé aux actions, mais de façon modérée et diversifiée dans un portefeuille. Allez, merci beaucoup. Avant de se quitter, Laurent, on regarde la une du Revenu Hebdo. On parle de quoi? Oui, alors cette semaine et pour ce week-end, on revient sur un autre palmarès, c'est celui des fonds en euros, en tout cas ceux qui sont déjà publiés pour l'année 2023. Ils remontent la pente, je vous le disais, on a quelques bons scores, même les très grands parfois se rapprochent des 3%, donc on sort un petit peu de la nasse et de la tendance baissière des 10 dernières années jusqu'à l'année quasiment 2021. Donc des nouveaux, et puis notamment des bons résultats pour ceux qui ont démarré les portefeuilles assez récemment. Et puis on revient également sur le cas Worldline, avec l'entrée en jeu du Crédit Agricole et également un retour sur la saison des résultats qui s'annonce. Pour les grandes sociétés cotées, elle est assez prometteuse, mais il y a un petit effet trompe-l'œil puisque l'année 2023 a été finalement meilleure que prévu. Bon, on ne sait pas en revanche que si la tendance va pouvoir se poursuivre en 2024 avec le ralentissement économique. Voilà, tout ça et bien plus, c'est à lire ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci Laurent Saillard, journaliste à l'Hebdomadaire. Salut. Merci David, bon week-end. Vous aussi.